Non. Ben, si, Non, s'il est, c'était ça. ben, c'est normal, s'il est là. Donc c'est normal. Vous ne voyez pas? Ben, c'est normal, s'il est là. C'est la route qui n'est pas normale. Oui. On est dans un... Il y a du sable partout et puis il y a une route. Et c'est tout à fait normal que le sable veut récupérer son bien. Il veut revenir là où il était. Donc, vous voyez, très bien, oui, mais vous avez raison, c'est pas normal parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la route. Donc oui, il faut que ça pose des problèmes et ça peut poser des problèmes. D'après vous, est-ce que avec le temps, on va voir beaucoup plus ou beaucoup moins de sable sur la route? Beaucoup plus. Beaucoup. Beaucoup plus, Beaucoup. beaucoup plus, parce que il y a le sable qui vient donc de quelque part. Alors donc je vais revenir sur la première photo. D'après vous, euh, d'où ça vient le sable? Est-ce qu'il vient de ce champ? Et nous avons un champ labouré. عندنا واحد الحقل محروث وفي هذا الحقل هذا واحد الجنان ولا شي يكون محروث وتيبان لينا التراب ديالو وتيبان لينا également une tempête de sable en quelque sorte. Donc je repose la question, est-ce que c'est quoi la relation entre la terre labourée et la tempête de sable? C'est quoi la relation? L'érosion de quoi? Devant. Est-ce qu'il y a l'érosion ici? Est-ce que Non, ce champ est érodé? on a le transport du sable. On a le transport plutôt, c'est le transport du sable. Donc je ne crois pas qu'il n'y a pas d'érosion ici parce que vous voyez que l'origine du sable, est-ce que l'origine du sable, ça peut être le champ? Non. Non. Vous voyez déjà la différence de couleur. Donc c'est pas possible. Donc ce sable-là, il vient d'ailleurs, il ne vient pas d'ici. Donc ici, on a, l'autre jour, on a parlé de l'érosion, transport et dépôt. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'on a sur cette photo? L'érosion, le transport ou bien le dépôt? Transport. Transport. Uniquement le transport Et le dépôt. Dépôt. et le dépôt. Vous voyez les sillons faits par par le labourage. Donc, en fait, on a du sable qui est stocké, qui est déposé. Donc, on a transport. Ici, nous avons le transport, mais on a également le dépôt. Donc, mais nous, on avait parlé de l'érosion, transport et dépôt. L'érosion, il est où? Il se passe où l'érosion? Dans l'autre côté, Notre- où il y a Plus loin, quelque part, mais pas ici, pas sur cette photo-là. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc, finalement, Oui. on peut parler l'air. Vous savez ce que c'est que l'air? Oui. L'air. C'est l'oxygène. Alors, l'air, vous ne savez pas ce que c'est que l'air. C'est une surface. L'air, c'est une surface. C'est une surface. C'est une zone. Alors, donc, il vaut mieux parler de zone. Donc, nous avons. Est-ce que, déjà, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un. Est-ce que. Je vais essayer de, d'enregistrer. Alors. Ah non, donc ça commence déjà l'enregistrement, c'est bien. Alors, d'après vous, donc on a ici une zone de transport et de dépôt, n'est-ce pas? Alors qu'il y a une autre zone, il y a l'érosion. Donc on peut distinguer une zone de dépôt, une zone de transport et une zone d'érosion. Donc vous m'avez dit que la zone d'érosion, elle est plus loin. Ok. Alors, donc, on va parler aujourd'hui de l'érosion éolienne. L'érosion éolienne, ça veut dire quoi? Érosion éolienne, c'est l'érosion par le vent. Donc, c'est le vent qui souffle et qui érode la surface de la Terre. Alors,
Donc ici, on a une interaction entre le vent et ce qu'on appelle, on va appeler le sol. Alors le sol, c'est ici, c'est le sol, c'est la surface terrestre, hein. Euh, Ici, donc, on va retenir, si on ne retient que deux choses aujourd'hui, c'est les deux mots que vous avez. C'est pour cela que je les ai mis vraiment au tout début de la science. C'est la déflation et la corrosion. Alors, la déflation, c'est tout simplement quand vous avez une, un- une surface où il y a des particules meubles et que le vent va tout simplement transporter uniquement les particules fines, il va laisser sur place les autres particules plus grosses. Donc on parle de déflation, ou bien un autre terme, si vous voulez, c'est le vannage. Le vannage. Souvenez-vous, avec l'eau, on avait parlé de lessivage, c'est-à-dire lessivage, c'est euh, euh, faire mobiliser les particules fines. En fait, c'est pas les particules, c'est carrément les ions. Là, on parle de vannage. C'est c'est une sélection. Le vent est sélectif. Il ne peut pas transporter toutes les particules. Il va transporter uniquement les particules fines. Donc, on appelle ça la déflation. Alors, la corrosion, la Prof, corrosion, la prof, corrosion, donc, on voit pas le partage. Si, monsieur, on le voit. Non, on voit On le le voit le partage. Maintenant, oui, on le voit le partage. alors, je disais que la corrosion, donc ça s'écrit corrosion, ça veut dire quoi? C'est tout simplement le fait d'arracher les particules à un substratum. Donc la corrosion, c'est une érosion, hein. Les deux, en fait, ce sont de l'érosion. Donc la corrosion, c'est arracher les particules à un substratum. Donc il y a une particule qui est fixée sur une roche et que le vent va essayer de l'arracher. Donc on parle de la corrosion. Très bien. Alors, ceci dit, on va parler maintenant des conditions qui vont favoriser ou défavoriser l'érosion euh, par le vent. Alors, il y a déjà deux choses. L'érosion par le vent, donc ces conditions-là, c'est les conditions du vent. Donc, ces conditions, elles sont liées tout simplement au climat. Et puis, les conditions du substratum qui va être érodé. Donc, on va parler de deux choses, les conditions du sol et les conditions des climats. Bien sûr, on peut ajouter également la végétation, puisque la végétation, on n'en avait pas parlé la première photo, il y avait également des végétaux, et ces végétaux-là, ils peuvent favoriser ou défavoriser cette érosion-là. Alors, déjà, le sol, pour qu'il soit érodé, il doit être euh, meuble. Meuble veut dire que la roche n'est pas, la roche n'est pas consolidée. Les particules sont libres, donc ils peuvent être transportées. Puis, ces particules, ils doivent être fines. Les particules, s'ils ne sont pas fines, le vent, ce n'est pas comme l'eau. Avec les cours d'eau, on avait parlé de la compétence des cours d'eau, c'est-à-dire la plus grosse particule qu'il peut transporter. On ne peut pas parler de particules, c'est carrément des blocs. Donc le plus grand élément qu'il peut transporter. Ici, le vent, il ne peut pas transporter des grands éléments. Donc, tout ce qu'il peut, à la limite, transporter, c'est des sables très, très fins. Donc, plus c'est fin, plus c'est facile à transporter. Donc, sur la photo que nous avons vue, vous avez bien, quelqu'un a dit que c'est du sable. En fait, ça doit être du sable très, très fin, alors. Autre chose, si ce sol-là est mouillé, s'il y a de l'eau, bien entendu, les particules vont être soudées
par l'eau, ils ne peuvent pas être transportés. Donc, les conditions au sol, c'est un sol meuble, un sol sec et un sol fait par des particules très fines. Autre chose, la surface du sol doit être plane. Il doit être plane. Si la surface du sol n'est pas plane, s'il y a des reliefs ou autres, bien entendu, ça ne peut pas passer. Donc, ça va casser l'action du vent. Donc, il faut que la surface soit vraiment plane. Alors, euh, très bien. Euh, Autre chose, il faut que la couverture végétale soit absente. Donc, s'il y a des arbres ou des herbes, bien sûr, ça va faire comme un obstacle, comme un écran qui va ralentir l'action du vent. Donc non, il faut que cette surface-là qui est relativement plate, qui est relativement plane, ne soit pas couverte par la végétation. Donc des végétaux, donc la végétation absente ou clairsemée, ça veut dire que il n'est pas très dense. Donc il y a quelques arbres, quelques herbes ici et là. Donc là, c'est comme s'il est nu, hein, c'est comme si le sol est nu. Alors, je vous ai dessiné ici une surface plane avec une faible végétation, une végétation clairsemée. Ce qui va se passer, euh, il faut que ici, on parle de grandes surfaces. Hein, on parle d'air de grande étendue. Si les surfaces ne sont pas très étendues, le vent va pas faire son action. Donc le vent, il parcourt de très grandes distances et plus la surface plane est grande, plus l'action du vent est importante. Donc ici, également, on a besoin d'un vent qui est fort. Donc un vent qui est fort. Si le vent n'est pas fort, il ne peut pas agir. Donc il va agir plus faiblement. Donc il faut que le vent soit vraiment fort, mais aussi il doit souffler dans une seule direction. On va dire qu'il est unidirectionnel. Quand il souffle dans la même direction tout le temps, là, l'action du vent, nous allons voir tout à l'heure pourquoi, l'action de vent devient de plus en plus importante. Alors, je reviens donc au schéma. Donc, vous avez le vent qui va souffler. Vous avez donc une surface plane et nous allons voir ici, donc nous allons subdiviser cette zone-là qui est très étendue, si vous voulez, schématiquement, en trois zones. Il doit y avoir une zone, une aire où il y a beaucoup plus l'érosion que le transport, que le dépôt. Remarquez que ces trois choses, c'est-à-dire l'érosion, transport et le dépôt, ils se font en même temps, tout le temps. Mais euh, au début de cette ère, nous avons beaucoup plus d'érosion que de transport, que de dépôt. Mais bien sûr, il me faut un peu de transport parce que je dois faire transporter ou exporter les particules vannées, les particules arrachées au sol dans d'autres aires. Donc, bien sûr, on va avoir une autre ère où il va y avoir beaucoup plus de transport que d'érosion et que de dépôt. Bien entendu, il peut y avoir également des dépôts et également l'érosion. Mais c'est le transport qui est prépondérant, qui est plus important. Et puis finalement, une aire de dépôt. Donc une aire de dépôt, donc le sable va être déposé euh, partout. Donc c'est la deuxième photo que je vous ai montrée. Donc on remarque sur cette photo, il y a une route et sur cette route-là, il y a du sable qui a été déposé, mais également aux alentours de la route, il y a euh, du sable, des petites monticules de sable qu'on appelle les dunes. Donc on voit ces unes ici.
Donc, vous voyez que le sable, il est sur ce GIF animé, il est déposé. Donc, nous avons beaucoup plus de dépôts que d'érosion que de transport. Très bien. Donc, on va retenir que on a, pour avoir l'érosion éolienne, il se fait sur de grandes étendues. Sur la première photo, nous avons vu un champ qui est labouré, mais vous avez remarqué que le sable qui a été transporté, et il ne vient pas du champ lui-même, mais il vient, vous m'avez dit, de loin. Donc, il y a une zone où il y a l'arrachage, il y a une zone où il y a le transport, et il y a une zone où il y a dépôt. Donc, il faut que l'air, je veux dire l'air d'action du vent, il doit être vraiment étendu. Donc, donc la première zone, on a beaucoup plus la déflation, c'est-à-dire le vannage, c'est-à-dire le, 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 le- les particules fines, L'arrachement. l'arrachement, hein. Donc l'arrachement des particules fines. Et puis donc, on va parler donc ici de la déflation, la corrosion et l'ensablement. Donc, c'est dont on va parler donc aujourd'hui. Alors, cet ensemble de conditions se trouve le plus souvent réuni dans les régions arides. Alors, ce qu'on appelle les régions arides ou bien semi-arides, c'est-à-dire pas vraiment arides, mais ça se rapproche. Le contraire de région aride, c'est, ou bien l'opposé, c'est pas le contraire, mais l'opposé, c'est les régions humides. Alors, ça veut dire quoi? C'est tout simplement en relation avec le climat. Alors, le climat, donc, c'est un espace où il ne pleut pas beaucoup. Alors, en arabe, on dit qahil, qahila, manatiq qahila, ou la shibh qahila. Donc, c'est des zones où il y a très peu de pluie et où il y a beaucoup plus de ventilation. Alors, on parle de ces zones-là, on les appelle communément le désert ou bien les milieux désertiques. Alors, on va voir, donc ça c'est la photo euh, d'un désert, donc le désert marocain. Alors, c'est dans la région de Tata. Alors, qu'est-ce que vous remarquez déjà sur cette photo? On remarque que nous avons une surface qui est plane, qui est très vaste, très étendue. Donc, il n'y a que le ciel et un sol qui est nu. Il y a il y a même pas d'arbres, je pense, donc il n'y a pas d'arbres. Alors, cette photo est prise dans la région de Tata. Donc, euh, Tata, vous connaissez peut-être, donc c'est au sud-ouest du Maroc, donc à la porte du Sahara. Alors, l'autre remarque, je sais pas ce que vous arrivez à voir que cette, euh, cette zone-là, il y a beaucoup de cailloux. Il est caillouteuse, on va dire qu'il est caillouteuse. Il y a très peu de sable parce qu'il est parti tout simplement. Donc, tout ce que nous avons maintenant ici, c'est des petits cailloux. Pourquoi il y a des petits cailloux? Alors là, c'est une question on peut maintenant y répondre. Euh, on est dans une zone où il fait très très chaud, donc vous connaissez peut-être la région de Tata. Donc il fait beaucoup plus chaud que Marrakech d'ailleurs. Et cette chaleur, cette température, il cause tout simplement ce qu'on appelle la désagrégation mécanique que nous avons vue dans la deuxième séance de secours. Donc la désagrégation mécanique par les variations de température et et les, les roches se désagrègent, c'est-à-dire ils se cassent et le vent, maintenant, il va faire son action, il va faire la déflation, c'est-à-dire le transport des particules fines. Donc, les particules fines ne sont plus là. Il n'y a que les particules qui sont des gros éléments. Donc, pas d'arbres,
plane, meuble. Donc, vous voyez, donc vous pouvez ramasser ça à la main. Donc, vous n'êtes même pas obligé de creuser ou bien pas de creuser, mais de casser. Il suffit d'avoir donc des engins et vous pouvez donc ramasser ça puisque tout simplement la roche n'est pas dure, n'est pas consolidée. On va dire qu'il est meuble. En- autre chose, il ne pleut pas beaucoup. Il ne pleut pas beaucoup, donc et voilà donc dans ces milieux-là, on peut avoir donc beaucoup d'érosion par le vent. Alors les caractéristiques des milieux désertiques en général, donc on va parler des milieux désertiques en général. Alors premièrement, très peu de pluie et cette pluie-là, s'il tombe, il tombe d'une manière irrégulière. C'est-à-dire, vous pouvez attendre plusieurs années sans aucune goutte de pluie, et puis tout d'un coup, vous avez une inondation, vous avez beaucoup de pluie, donc, et ce qui fait que l'érosion mécanique est plus importante encore. Il y a une évaporation importante, puisqu'il fait très chaud, donc il y a une évaporation importante. Donc toute l'humidité du sol ou toute la pluie qui tombe, il va être évaporée. Ou même s'il y a de l'eau en- dans le sous-sol, il va être aussi, donc il va s'évaporer. Il y a un fort écart thermique entre le jour et la nuit. Donc cet écart thermique, on en avait parlé, ce qui fait que il y a ce qu'on appelle la désagrégation mécanique. Il y a un vent qui est constant et qui est fort, qui est souvent fort, donc il est constant. Quand on dit il est constant, c'est-à-dire il va généralement dans une direction, dans une seule direction, il change rarement. Et puis, donc, un sol qui est pauvre et peu épais. Alors, nous avons vu comment il est formé, comment il se forme, le sol est généré, comment il prend naissance. Le sol, il prend naissance quand il y a beaucoup de pluie, quand il y a beaucoup d'humidité, quand il y a de l'altération chimique. Donc, quand il y a l'altération chimique, la roche mère, la roche qui est sur place, va s'altérer et va vous donner des argiles. Et si sur ces argiles, il y a, la végétation pousse, donc ça vous donne un sol qui est évolué, qui n'est pas pauvre, c'est-à-dire qui est très épais, hein. Quand on dit ici un sol pauvre, c'est-à-dire il n'est pas très évolué, il est très mince, donc peu épais, hein. Mais donc ici, il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de végétation, donc il n'y a pas de sol. Donc tout ce que vous avez, c'est tout simplement les particules fines qui sont issues de la désagrégation mécanique faite par la température et autres. Très bien, donc un couvert végétal, euh, un couvert végétal qui est pauvre. Alors, ces zones-là, elles sont constamment dans des conditions de ce qu'on appelle haute pression, donc des zones de haute pression. Alors, vous savez ce que c'est que maintenant, puisque je vous ai expliqué que la pression atmosphérique, elle est liée à la quantité des molécules d'air, c'est-à-dire l'azote, l'oxygène et toutes ces particules d'air. Donc, plus il y a des particules d'air, plus la pression est importante. Moins il y a d'air, la pression, il devient faible. Donc, ici, on a donc beaucoup plus de particules d'air. Et cet air-là, il est sec. Il n'est pas humide. Il n'y a pas d'humidité. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure, ou là maintenant on est, cela veut dire. Alors, donc, on a dans l'air, dans l'atmosphère, on peut avoir l'air qui va descendre ou qui va monter selon cette pression-là. Donc, euh, ce qu'on avait appelé la semaine dernière les cellules de conviction, euh, quand il fait chaud, dans une zone il fait chaud,
l'air est chauffé et quand il est chauffé, il va remonter dans l'altitude. Au contraire, cet air-là, quand il devient plus froid, il descend. C'est comme un grain de riz que vous mettez dans votre casserole et qui fait donc donc il remonte et il tombe, il remonte et il tombe à cause de ces températures. Alors, ici, vous allez remarquer, c'est comme s'il y a une contradiction parce que donc on est dans des zones chaudes, dans des zones où il fait très chaud, alors que l'air, il descend. Ben, justement, c'est parce que l'air descend qu'il fait chaud dans ces zones. C'est pas le contraire. Donc, donc ici, vous avez donc high, haute pression et low ou bien basse pression. Là où l'air remonte dans les altitudes, il y a la basse pression parce que cette, on parle de la surface de la Terre. Donc, cette surface-là, elle est appauvrie en molécules d'air. Donc, la pression devient faible. C'est tout simplement ce que cela veut dire. Donc, on va expliquer d'ailleurs pourquoi on a ce système-là. Alors, on va parler ici de convergence ou bien de divergence. Donc, convergence ou bien de divergence de l'air en altitude. Alors, on va voir la répartition des déserts dans le monde et justement, à l'aide de ce système de haute pression et de basse pression, on va essayer d'expliquer pourquoi nous avons cette disposition. Donc ici, vous avez l'équateur et en orange, en jaune ou en moutarde, je ne sais pas c'est quoi cette couleur, nous avons les déserts, qui sont la répartition des déserts dans le monde. Donc vous avez en 1 le Sahara, donc qui va depuis l'Atlantique jusqu'en Arabie. Il y en a d'autres, donc il y a le désert de Gobi, il y a le désert d'Australie, celui des États-Unis, etc. et de l'Asie. Donc il y en a plusieurs déserts, vous avez leur nom, sans problème. Ce que nous allons, nous, ce qui nous concerne beaucoup plus aujourd'hui, ou bien au Maroc, c'est ce qu'on appelle le Sahara. Alors le Sahara, c'est un grand désert qui parcourt la moitié de l'Afrique et une partie de l'Asie. Donc ça, c'est le grand Sahara. Donc ici, nous avons l'équateur. Donc ça, c'est le globe terrestre. Nous avons l'équateur. Je vous ai dit que l'équateur, c'est la partie de la Terre qui reçoit plus de rayons solaires. Donc les rayons solaires, ils viennent, ils tapent cette zone-là, donc ils viennent carrément, donc le rayon solaire, il n'est pas perdu, c'est pas comme dans les autres, on vous a déjà peut-être expliqué ça quand vous avez parlé de la planète Terre. Donc les rayons solaires ici, ils viennent pratiquement tangents, donc ils ne sont pas très, ils n'ont pas beaucoup d'effet. Mais ici, ils viennent taper directement donc cette zone-là. Donc là, on a un ensoleillement beaucoup plus important. Donc, puisqu'on a un ensoleillement plus important, puisque l'action des rayons solaires est plus importante, donc on va avoir ici beaucoup plus d'évaporation. Donc, dans l'équateur, il y a beaucoup plus d'évaporation. Ici, puisqu'il y a beaucoup plus de rayonnement solaire, l'air il va être chauffé, il va remonter en altitude. C'est ce que nous avons expliqué quand on avait parlé de l'atmosphère. Donc vous avez la vapeur d'eau qui remonte, toute l'eau qui est évaporée des océans ou bien des lacs ou bien des rivières va tout simplement remonter dans l'altitude, mais également l'air remonte en altitude. Quand l'air remonte en altitude, il laisse un creux, il laisse une dépression à l'équateur. Donc, à l'équateur, vous avez généralement des basses pressions. Donc, ce sont des zones de basse pression.
Mais cet air-là, qui est riche en eau, qui est humide, quand il remonte vers les grandes altitudes, euh, où il y a la température qui chute, la température qui devient très faible, l'eau va condenser et va tomber sous forme de pluie. Il va tomber sur l'équateur. Donc, vous avez, premièrement, beaucoup d'évaporation, beaucoup de soleil, beaucoup d'évaporation et beaucoup de pluie. On parle d'ailleurs à l'équateur, on parle de pluie chaude, en quelque sorte, parce qu'il fait chaud, avec beaucoup d'humidité, avec beaucoup de pluie. C'est d'ailleurs pour cela que les grandes forêts, les forêts les plus importantes, telles que l'Amazone ou bien les forêts équatoriales, ils sont situés sur l'équateur. Donc vous avez compris que ici, l'air, il remonte en altitude. La première chose qu'il va perdre, c'est l'eau. Donc l'eau qui était sous forme gazeuse va se condenser et tomber sous forme de pluie. Et l'air plus haut, il est sec. Il va soit aller vers le nord ou vers le sud, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vers le nord. C'est pratiquement la même chose. Donc, ce qui se passe dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, c'est la même chose. Donc, l'air qui remonte, il perd son humidité, il va parcourir de grandes distances et puis il descend. Maintenant, quand il descend, il est sec. Et quand il descend, il est sec. Et là, vous allez avoir beaucoup d'air sec dans ces zones-là où nous avons donc de haute pression. Il n'y a pas de pluie, vous n'avez que de haute pression. Et bien entendu, donc, il va être soit froid, soit chaud, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de pluie, et ce qui va faire qu'il y a naissance du désert dans cette zone-là. Donc, à la latitude 30 degrés, vous allez avoir installation de désert. C'est la même latitude que le Sahara en Afrique. Donc ici, j'ai pris cette photo d'Internet et où il y a donc les Amériques. On aurait très bien également mettre l'Afrique et expliquer comment le Sahara est né dans cette zone-là. Et donc, vous avez une autre cellule de convection. Donc, dans les zones tempérées, vous avez également des zones qui sont de faible pression et installation d'un désert également au pôle Nord. Mais au pôle Nord, c'est un désert froid, un désert où il ne fait pas très chaud. Donc, vous voyez que la chaleur n'est pas une caractéristique primordiale ou bien spéciale du désert. Non. Le désert, il peut être chaud, il peut être froid. Alors, la caractéristique essentielle, c'est qu'il n'y a pas de pluie. Dans le pôle Nord, il ne pleut pas, il neige. Donc, il n'y a que la neige, il n'y a que la glace, mais il ne pleut pas, ou il pleut très rarement. La neige, c'est pas la neige, mais la glace, parce qu'il fait tellement froid que l'eau se transforme en glace, tout simplement. Monsieur, Alors, je vais... Oui. monsieur, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on va parler de haute pression et quand est-ce qu'on parle de basse pression? Alors, j'ai déjà expliqué ça, mais c'est pas grave, je vais le... Alors, haute pression, ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de molécules d'air. Donc, euh, là où vous êtes maintenant, là où vous êtes, c'est-à-dire sur la surface de la Terre, là où vous êtes, soit il y a beaucoup de molécules d'air, donc vous allez avoir haute pression. Si il y a très peu de molécules d'air, il y a basse pression. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous ai dit que si vous montez, donc si une montagne par exemple, vous allez en altitude, plus vous montez, plus la pression devient basse. Je vous ai même donné un exemple d'une bouteille qui va donc gonfler, qui va donc voilà, être un petit peu gonflé, un petit peu, sa forme va être modifiée à cause de cette basse pression qui est en altitude. Donc maintenant, on ne parle plus d'une seule localité, mais on parle de toute la Terre, toute la planète Terre. On va voir que les basses pressions, c'est au niveau de l'équateur. Au niveau de l'équateur, on a toujours des basses pressions. Et puis, au niveau du
des tropiques 30, nous allons avoir des zones de haute pression. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui change. C'est ce qu'on va vous donner chaque jour, par exemple, dans les bulletins météo. On va vous dire que, par exemple, le Maroc subit actuellement une action de basse pression, bien de haute pression. Donc ça change, bien sûr, c'est l'air. Et l'air, il bouge. Ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, c'est là où il y a, pas tout le temps, mais la plupart du temps, il est sous haute pression. Ou bien la plupart du temps, il est sous basse pression. Mais ces basses et hautes pressions, ils changent bien sûr avec l'action du vent et l'action du climat. Je ne sais pas est-ce que vous avez Oui, compris. monsieur, merci. Voilà, donc, donc je vais passer, parce que j'ai expliqué ça, donc vous pouvez le lire très bien. Alors, maintenant, s'il vous plaît, je vais passer à autre chose. Je vais passer maintenant au processus de l'érosion éolienne, c'est-à-dire le comment. Comment cette érosion éolienne il opère. Donc là, on va parler de trois choses, trois paramètres, trois types de paramètres qui interviennent dans l'érosion éolienne. Donc trois types. Ben, c'est facile à deviner, à comprendre. Il y a des paramètres qui sont liés au vent. Donc, on va appeler ça les facteurs aérologiques. Donc, aérologique, il y a aéronautique, air. Aéronautique, c'est en relation avec l'air, tout simplement, avec les avions, si vous voulez, avec l'air. Voilà. Et ces facteurs qui sont liés au vent, on va les appeler tout simplement l'érosivité. C'est-à-dire, c'est ces facteurs-là qui vont contrôler ce qu'on va appeler l'érosivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité à éroder un sol. Donc, c'est l'érosivité. Les autres paramètres, ils vont caractériser tout simplement le sol lui-même, c'est-à-dire la surface qui va être érodée. Donc, il va être érodé, on va parler de l'érodabilité. Donc, il y a l'érosivité, c'est en relation avec l'air, avec le vent, et l'érodabilité, c'est en relation avec ce qui va être érodé, c'est-à-dire le sol. Et puis, il y a autre chose, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation, c'est tout simplement les particules qui vont mobiliser, qui vont bouger par l'action des vents. Donc, il y a trois paramètres, l'érosivité, l'érodabilité et la mobilisation. Alors, l'action du vent, ou bien ce qu'on appelle l'érosivité, ça veut dire quoi d'ailleurs le vent? Bon, c'est pas la peine de L'air. répondre. Non, c'est pas l'air. Le vent, ce n'est pas l'air. C'est le mouvement de l'air, en fait. Donc, c'est une force. Le mouvement d'air, des particules de terre, est déterminé par les forces, ce qu'on appelle les forces éoliennes. Donc, le vent, c'est une force qu'on peut schématiser par une flèche. Donc, en physique, une force, il suffit de dessiner une flèche et voilà, donc c'est une force. Et ce vent, il va exercer son action sur la surface du sol. Le vent, il est caractérisé par, comme toutes les forces d'ailleurs, par trois choses. Donc, il y a la vitesse, la direction, mais il y a une autre chose, ce qu'on appelle la turbulence de vent. Donc, la vitesse, c'est facile à comprendre, c'est le taux de déplacement par unité de temps. La direction, également, c'est facile à comprendre, c'est en quelque sorte, c'est le sens. La turbulence, c'est justement quand il n'y a pas, on est dans dans une direction, mais le sens change. Le sens du vent, il change, il va dans tous les, bien sûr, il y a une logique. Il y a une logique, mais quand il va dans tous les sens, on parle de turbulence. Alors, maintenant, l'érodabilité, il est lié au sol. C'est les paramètres du sol.
Alors, on a déjà un petit peu parlé de cela. On va dire que un sol qui est stable mécaniquement est difficilement érodable. Par contre, un sol qui est altéré ou qui est meuble ou qui est sec, il est facilement érodable. Donc, on va dire que l'érodabilité du sol, il dépend de sa stabilité mécanique. Ça veut dire quoi, stabilité mécanique? Est-ce qu'il est meuble? De quoi il est formé? Est-ce que les particules sont libres? Est-ce que la taille des particules? Mais également, est-ce qu'ils sont... oui, donc c'est ça. Donc la taille et l'agencement de ces particules-là. Alors, il y a des termes qui peuvent résumer cela. Alors, qu'on a tout simplement emprunté aux autres roches, que ce soit des roches magmatiques ou autres. On parle de la texture. Alors, la texture, c'est donc il va déterminer tout simplement la facilité avec laquelle un sol peut être dispersé. Il peut être donc dispersé par le vent. Et il y a la structure. La structure, c'est l'agencement des particules de sol. Comment ces particules sont agencées. Voilà, ici le schéma d'un sol. Le schéma, donc ici ce sont des particules. Alors vous avez plusieurs particules. Et entre les particules, il y a du vide. En fait, il n'y a pas de vide, il y a de l'air ou bien de l'eau. Et vous avez ici ce qu'on peut appeler un agrégat, par exemple, qui est formé par des particules. Donc, vous voyez, plus ces particules sont grandes, sont grosses, moins le sol est érodable. Hein. Donc, ça, c'est un agrégat. Un agrégat, il est formé par des particules plus fines, qu'on peut appeler sol, et des particules encore plus fines qu'on peut appeler des limons. Donc, vous allez voir ça justement dans le TP sur les roches sédimentaires. Donc, les TP sur les roches sédimentaires, qui va tout simplement, vous savez, vous connaissez peut-être déjà ça, c'est que donc on se base sur la taille des éléments pour les décrire. Donc, il y a des particules fines, des particules très très fines, des particules moins fines, des particules moyennes et des particules très grosses ou bien grossières. Et là, donc, on va donner des noms tels que sable, tels que limon, tels que bloc, tels que gravier, etc. Donc, un sol, il est formé par des éléments et des sables. Et l'élément et les sables peuvent faire une coalition pour, pour donner ce qu'on appelle des agrégats. Mais même les agrégats, ils peuvent également se rassembler pour donner ce qu'on appelle des mottes, c'est-à-dire des éléments encore plus gros, de plusieurs dizaines de centimètres. Donc, quand le sol il est comme ça, il ne peut pas être érodé. Donc, on voyait que je suis en train de vous parler maintenant de la texture du sol. Donc, je suis en train de vous parler de la texture du sol, c'est-à-dire la présence de vide, la présence d'agrégats, la taille des agrégats, comment ils sont agencés, est-ce qu'ils sont meubles, est-ce qu'ils sont, etc. Donc, c'est ça la texture et la structure du sol. Et bien sûr, c'est cette structure-là et cette texture-là qui va tout simplement nous dire est-ce que ce sol il est facilement érodable ou bien est-ce qu'il est difficilement érodable. Maintenant, quand vous ajoutez de l'eau, cette l'eau que vous allez ajouter au sol, il va tout simplement être stocké dans ces vides. Et ce qui va faire que le sol devient de plus en plus cohérent, de plus en plus soudé, donc il est difficile de le disperser ou bien de l'éroder par le... Alors maintenant, je vais parler du troisième paramètre, c'est la mobilisation, c'est-à-dire le mouvement des particules sur l'effet des vents. Bah, ça ressemble au mouvement des particules transportées par l'eau, sauf qu'ici, les particules ils sont plus fines. Je ne sais pas est-ce que j'ai parlé de ça l'autre fois, parce que, non, parce que je sais que je vais en parler lors de cette séance, alors je n'en avais pas parlé quand on a
Et puis, on n'avait pas fini avec la science du cours d'eau. Très bien. Alors, une particule, c'est une masse. Donc, il a un poids. Donc, pour faire bouger cette particule, il vous faut une force qui est supérieure à cette masse-là. Tout à fait normal. Donc, il va être, si vous arrivez à avoir une force qui est supérieure à celle de la particule, cette particule, il va bouger. Il va bouger comment? Il va tout simplement être entraîné. On va dire qu'il est à jar. Il va être entraîné. Et puis, il va être un petit peu soulevé. Donc, il va être soulevé et entraîné dans la direction du vent. Et puis, il y a un autre paramètre que je vais expliquer tout à l'heure, c'est l'impact balistique ou bien la réaction en chaîne. Donc, je commence par oui, donc ces trois forces, ces trois contraintes, ils s'opposent à trois autres forces. C'est le moment, le poids et la cohésion entre les particules. Alors, le poids, vous savez ce que c'est? Que c'est en quelque sorte, chaque masse, il a un poids. Donc, vous savez ce que c'est. C'est une force qui verticale, donc qui va tout simplement, je veux dire, essayer. Voilà, c'est la planète Terre qui va donc attirer la particule vers elle. C'est pour cela que cette force elle est verticale. Donc il va essayer de l'immobiliser. Donc il va être tiré par la Terre. Plus ce poids est important, moins il est facile c'est la gravité. Donc il devient difficile de la transporter. Mais si ce poids est faible, c'est pour cela que le vent, il ne transporte que les particules fines. Il y a une autre force, c'est celle qu'on appelle le moment. Alors, le moment, c'est contraire à l'entraînement. Alors, l'entraînement, c'est le déplacement de la particule dans le sens de la force du vent. Il y a une force qui s'oppose à cette contrainte d'entraînement, c'est celle qu'on appelle le moment. Alors, c'est une force qui n'est pas facile à... Elle est abstraite, elle est imaginaire, mais elle est là. Alors, je vais vous donner peut-être un exemple. Vous avez déjà pris le bus ou la voiture. Bon, imaginez que vous êtes dans un bus et que le bus, il roule avec une vitesse. Et vous êtes assis ou bien debout, ça dépend, c'est pas important. Et que, donc là, il y a une force qui exerce le moteur du bus, donc qui entraîne le bus vers l'avant. Et vous êtes stable, vous êtes stable, vous allez avec le bus. Donc, vous n'allez pas subir cette force-là. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce moment qui vous retient vers l'arrière. Donc, là où vous êtes, si vous êtes assis sur une chaise, vous allez être tranquille, il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginez que tout d'un coup, le chauffeur freine. Donc, il prend, donc, il fait un frein, il va freiner. Donc, il freine, la vitesse d'entraînement s'annule. Quand la vitesse d'entraînement s'annule, automatiquement, le moment s'annule. Et c'est à ce moment-là que vous allez être projeté vers l'arrière. Vous allez être projeté vers l'arrière parce que le moment, il n'y a plus cette force du moment qui vous retient, qui vous tire vers l'arrière. Donc, c'est un peu facile à comprendre. Et puis, il y a bien sûr d'autres forces que nous avons expliquées la photo, enfin, la diapo dernière, quand on avait parlé de la structure et la texture du sol, et qu'on avait parlé de ces particules qui sont soudées entre elles, et ça forme justement ce qu'on appelle la force de cohésion interparticulaire, c'est-à-dire entre particules. Et plus les particules sont soudées, plus la force est importante et moins l'action du vent est opérante. Voilà, donc voilà ce que j'étais en train d'expliquer. Donc vous avez ici donc l'action du vent, c'est la flèche en rouge,
c'est la force de friction du vent. Vous avez les particules. Entre les particules, il y a des forces de cohésion. Il y a le poids de tout cela, soit de cette particule ou alors de tout l'agrégat. Et ici, vous avez l'élément qui va bouger, qui va être mobilisé dans la direction du vent. Et bien sûr, quand il y a un obstacle, le vent, il va changer de direction, ou il va donc laisser tranquille des particules fines. Donc voici les différentes façons de transporter les particules par le vent. C'est également valable pour l'eau. Bon, la seule différence, c'est la taille des particules. L'eau, il peut transporter des particules beaucoup plus importantes. Donc, on reste fait de l'érosion éolienne. Donc, il s'agit de particules fines, moins importantes. Moins importantes du point de vue diamètre, du point de vue taille. Alors, les particules les plus fines, ils vont carrément voler dans le ciel. On va dire qu'ils sont en suspension, ils sont suspendus par le vent. Il y a les particules de l'ordre d'un millimètre. Bon, ils ne vont pas être suspendus dans le ciel carrément, mais ils vont faire des sauts. Ils vont remonter et tomber, donc ils vont tout simplement faire ce qu'on appelle saltation. Saltation, c'est des sauts. Les particules un peu plus grosses, ils vont bouger, mais ils vont jamais quitter le sol, ils vont juste rouler. Ils vont rouler, donc tourner sur elles-mêmes, rouler, et ils vont tout simplement donc subir ce qu'on appelle un entraînement par roulement. Donc on va garder trois façons de transporter les particules par le vent: la suspension, la saltation et le roulement, ou bien l'entraînement. La compétence du vent, c'est-à-dire sa capacité de soulever et transporter des débris, se limite aux particules fines. Ces particules fines, ce sont tout simplement les argiles, l'élément, les sables, les cendres et les poussières. On peut ajouter à cela les pollens et les petits, enfin d'autres choses. Alors, la suspension et l'intérêt des particules dont le diamètre est inférieur à 0,08 mm. La saltation, il concerne les sables qui vont depuis 1/10 jusqu'à 1/2 mm. La riptation, ou bien le roulement, la riptation, dans riptation, il y a reptile. Reptile, c'est le serpent, le lézard, etc. Vous voyez comment il se déplace. Il se déplace tout simplement, mais il reste toujours en ras de terre. Alors, cette riptation, il intéresse les sables grossiers, c'est-à-dire qui va de 0,5 à 1 mm. Donc ça, ce sont les particules qui sont concernées par le transport par le vent. Alors, ici, vous avez une surface plane. Alors, il y a du vent qui souffle dans une direction. Donc, voilà le vent qui souffle. Ouais, c'est une animation que j'avais fait il y a longtemps. Alors, les particules en suspension qui sont transportées en suspension, donc ils sont suspendus dans l'air, tout simplement. Donc ça, c'est les particules qui se déplacent en suspension. Maintenant, les particules, alors la suspension correspond au flottement dans l'air des particules fines. 0,08 mm de diamètre. Maintenant, la saltation. Donc ce sont les sables moyens.
Donc, voilà, il fait donc des sauts. Il va faire des sauts. Donc, voilà. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème. Quand le sable, le grain de sable se déplace, il va tomber sur un autre grain de sable. Donc, et maintenant, on va avoir deux grains de sable qui vont, voilà, deux grains de sable qui vont tomber sur deux autres grains de sable et finalement, on va avoir quatre grains de sable, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'impact balistique. Donc, dans balistique, il y a la balle. L'impact, vous savez ce que c'est que l'impact, c'est tir. L'impact, c'est ce qu'il va faire quand il tombe sur l'autre. Donc, on parle de l'impact. Alors, balistique, il y a, comme j'ai dit, la balle, rasasa. Vous savez, la balle, il va, depuis une origine, il va impacter une cible. C'est comme, comme on appelle les armes balistiques. Les armes balistiques, ce sont les fusées, tout simplement. Donc, vous avez la fusée, Saroch, vous avez le lancé, il va aller en altitude et puis il va revenir et tomber sur votre cible, ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, ici, c'est la. Voilà. Donc, là, c'est l'action. Donc, c'est la trajectoire rouge. Donc, le grain de sable, il va remonter à cause de la force du vent. Mais à un certain moment, le poids va l'emporter, il va tomber automatiquement. Quand il tombe, il va tomber sur autre chose. Et puis, donc, on va parler d'une réaction en chaîne. Une réaction en chaîne. Malheureusement, on n'a pas fait d'équation sur l'environnement glaciaire, sur la neige. Sinon, on aurait pu parler de l'avalanche. Alors, l'avalanche, c'est quand la neige, tout simplement, glisse une pente. On parle d'avalanche. Alors, vous savez, vous avez déjà entendu parler aussi de ce qu'on appelle la boule de neige. C'est une masse de neige qui va glisser et plus il roule, plus il devient importante. Alors, on parle de réaction en chaîne, c'est-à-dire un seul grain va faire déplacer 2 et les deux vont faire déplacer 4, 4 c'est 16, 16 c'est 32, etc. Donc, vous voyez que plus cette surface est étendue, plus l'impact ou bien la réaction ou bien l'action du vent est importante. Justement parce que le vent, là, il va être de plus en plus riche en particules. S'il est de plus en plus riche en particules, il va être de plus en plus agressif, de plus en plus érosif. Bah, imaginez que cette surface est très, très petite et moins étendue. Et on ne va pas avoir cette réaction en chaîne. N'est-ce pas? Donc la saltation. Ce qu'on appelle sandblasting ou bien sablage, justement quand le vent devient de plus en plus riche en sable, son action va être de plus en plus importante. Et bien sûr, ce sable-là, il va tomber sur n'importe quoi, il va faire ce qu'on appelle cet impact des grains de sable sur. Euh, il y a les véhicules, les voitures qui vont dans le Sahara, par exemple. La vitre, le pare-brise, souvent il est mat, c'est-à-dire c'est comme s'il est sale. En fait, c'est pas une saleté, c'est tout simplement les grains de sable qui vont taper sur la vitre avant de la voiture. Il va créer des petites encoches et la vision va être médiocre parce que la vitre, il est vraiment, il est mat, il n'est plus transparente à cause de cette action des grains qui vont tomber sur. On parle de la corrosion. Alors, la saltation intéresse les particules de moins d'un demi-millimètre de diamètre. Celles-ci avancent par bond ou saut, produisant une réaction en chaîne. Très bien. Donc, voilà donc
le vent, quand il souffle dans une direction, il va faire donc transporter, il va donc faire déplacer ces particules par saut, et ce qui va faire que les particules, même les particules les plus fines, deviennent de plus en plus importantes. Donc, et le sable, c'est comme ça que naissent les tempêtes de sable. Alors, maintenant, le troisième type de déplacement des particules plus grosses de sable, c'est justement par roulement, et c'est peut-être lié à la suspension des autres grains. Donc, ce bloc que vous avez là, peut-être qu'il n'aurait pas pu se déplacer sous l'action du vent uniquement. Mais quand il y a un grain de sable qui tombe, enfin, pas un grain, mais beaucoup de grains de sable, parce qu'il n'y a pas qu'un seul grain qui transporte, et c'est une quantité énorme de grains de sable. Donc, imaginez que ce gros grain, il est tapé continuellement par les grains de sable. Bien sûr, il va bouger, il va se déplacer, et c'est ce qu'on appelle la réptation. Alors, la réptation en surface, il intéresse les particules de plus grande dimension, jusqu'à 2 mm. Ils roulent ou glissent à ras de terre. Donc, ils ne peuvent pas être soulevés, mais ils vont tout simplement aller se déplacer dans la direction du vent. Donc, ici, vous avez une surface, et sur cette surface-là, nous avons des grosses particules et des particules fines. Nous avons un vent unidirectionnel qui va souffler dans une seule direction, un seul sens, pendant un moment, ce qui fait que ce qu'il va faire, c'est faire déplacer les particules fines. Donc voilà, donc il va causer ce qu'on appelle le vannage ou bien la déflation. La déflation cause le vannage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les particules fines sont parties. Ce qui nous reste ici, c'est les particules de grande taille qui ne peuvent pas être déplacées par le vent. Donc ici, voilà un schéma qui va expliquer ce qui se passe. Donc la déflation, il va déplacer les particules fines. Donc vous voyez que l'épaisseur de ce sol va diminuer parce que les particules fines sont parties. Les éléments de grande taille vont se concentrer, et finalement, vous allez avoir une surface où il n'y a que des éléments de grande taille. Il n'y a plus d'éléments fins. Et c'est comme si la nature, il se protège elle-même. Parce qu'à un certain moment, le vent n'a plus d'action, il n'y a plus de particules fines apparentes. Donc les particules fines, enfin plus bas, ils sont en profondeur. Donc, et en surface, nous avons donc nous avons les particules plus grosses qui vont protéger en quelque sorte ce sol-là. Quand j'étais gamin, je m'en souviens, j'étais dans un collège au sud du Maroc, dans une localité où il y a beaucoup de vent, et, chaque 3 mois, pratiquement, on ramasse les cailloux dans dans l'enceinte de notre école. Chaque fois, il y a des cailloux qui apparaissent, on ne sait pas d'où ils viennent. On les ramasse. Donc, puisqu'on les ramasse, donc on ne va jamais laisser la nature se protéger, puisque quand vous ramassez les cailloux, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les particules fines en surface. Et le vent, il vient, il les vanne. Et ils font apparaître d'autres particules plus grosses. On les ramasse, etc., etc. Donc, j'imagine, bon, je vous parle de quelque chose il y a 40 ans, peut-être maintenant. Donc, je ne suis jamais allé dans cette localité. Enfin, j'ai voulu juste voir, est-ce que de combien on a descendu, peut-être facilement plus d'1 mètre. Bon, ce
pavage, ce désert avec des cailloux, on l'appelle le reg. Le reg, alors le reg, c'est un terme que les Marocains peuvent comprendre parce qu'on l'utilise beaucoup pour parler d'une surface de terre qui est nue. On dit reg. Mais en fait, le reg, c'est un terme arabe qui veut dire tout simplement une surface où il y a concentration de gros éléments. Donc, disparition des particules fines du sol et concentration en surface de grands éléments, c'est ce qu'on appelle le reg. Donc, voici comment un reg est né. Et voici la photo d'un reg que j'ai prise justement dans la région de Tata, dans la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gros éléments. Malheureusement, je n'ai pas mis l'échelle, mais je pense que ça va être dans quelques... Ça va être quelques centimètres, une dizaine de centimètres. Donc ça, c'est le reg. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je suis en train de... Alors, formation des regs. Le vannage aboutit à la concentration en surface de particules plus grosses sous forme de pavage graveleux ou caillouteux, ce qu'on appelle le reg. Maintenant, donc le reg wahda. Je vais vous parler maintenant d'autre chose, c'est la conséquence de l'érosion éolienne. Parmi ces conséquences, donc on a déjà vu la formation des regs, n'est-ce pas? Maintenant, une autre conséquence, c'est la formation des ergs. Donc ça se rassemble un petit peu. Le reg, c'est une surface pleine de cailloux, alors que le erg, c'est une zone où il y a beaucoup de sable. Donc vous avez la photo d'une dune de sable avec... ça, c'est le vent qui est en train de transporter les particules plus fines. Et vous avez un monsieur qui est en train de marcher sur une dune de sable. Et ça, on l'appelle un erg. Un erg, c'est une zone où il y a beaucoup de sable. Alors, zones couvertes de sable, on les appelle les ergs. Et parfois, donc, ces sables se déposent sous forme de dunes. Alors, c'est quoi une dune? Une dune, c'est un petit relief, petit monticule ou bien colline de sable qui est édifié par le vent sur soit des déserts ou bien des milieux littoraux, c'est-à-dire pas loin aux bordures de la mer. Les dunes éoliennes sont des structures asymétriques de 5 à 10 mètres de hauteur. Asymétrique, voilà, ça c'est une dune asymétrique. Vous avez un flanc qui est court et un flanc qui est plus long. Donc on va dire que c'est une structure asymétrique. Donc voici comment elle se fait. Nous avons un obstacle. On va imaginer le vent qui souffle dans cette direction-là. On sait que derrière l'obstacle, le vent, donc c'est une zone qui est protégée. Il n'y a plus de vent. Et quand il n'y a pas de vent, les particules sont déposées. Donc, vous allez avoir le dépôt de sable derrière l'obstacle. Mais à un certain moment, il va couvrir l'obstacle et tomber de l'autre côté. C'est pour cela d'ailleurs que cette dune est asymétrique. Vous avez une surface très longue et une surface qui est très courte et avec une pente plus importante. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, ici, vous avez le schéma d'une dune. Ça, c'est la photo d'une dune. Vous remarquez les rides. Alors, voilà comment ça se passe. Les grains de sable, ils sont transportés tout simplement par riptation. Donc, ils vont rouler et remonter cette pente, ils vont tomber de l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà un autre. Etc. Donc, le sable, il va glisser, il va
être transporté par réputation, par roulement et tomber chaque fois. Et c'est comme ça, donc, cette dune va se déplacer. Vous voyez les terrains. Donc, il était là, cette dune, il était là. Mais au bout d'un certain moment, il change de... Pas, il change, il se déplace vers l'avant. Donc, l'avant, c'est de la dune. Et ça vous crée, donc, c'est pas des strates, c'est des stratifications. C'est des stratifications obliques qui sont caractéristiques de déplacement éolien. Alors, sur la ride, sur la dune, il y a des rides, ce qu'on appelle les rides. Ce sont des rides, bien sûr, éoliennes. Ce sont des ondulations centimétriques, asymétriques, qui couvrent la surface des dunes. Leur crête, la crête, ça c'est la crête, elle est perpendiculaire au déplacement du vent. Alors, on peut lutter contre l'ensablement? Tout simplement, déjà, vous avez la carte du Maroc. Ça, c'est la carte du Maroc. Et voilà là où il y a le problème d'ensablement, là où il y a le problème de dépôt de sable. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est cette zone-là qui est concernée, qui subit donc ces phénomènes donc d'ensablement, etc. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Dû à son climat. Ok, quoi d'autre? Il n'y a Non, pas, Pardon? il n'y a pas la pluie. Mais non, ici on est en train de parler d'ensablement. C'est le sable qui vient. On avait dit que le sable il vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs, il se dépose ici. Alors, je vais vous donner un élément de réponse. Pourquoi ça s'arrête ici? Vous voyez le jaune? Pourquoi ça s'arrête là? Il y a des montagnes. À cause de la force de chaîne vent. de montagne. Donc ici, en fait, nous avons une chaîne de montagnes. C'est le Haut Atlas. Donc le Haut Atlas qui fait obstacle. Donc, c'est bien sûr le sable, il vient du Sahara. Le Sahara, c'est-à-dire l'Algérie, le Niger, le Mali, etc. Donc, ça vient de... Alors, c'est quoi ça? C'est l'Est, ça vient du Sud-Est. Ça vient et ça s'arrête là. Donc, ce qui peut passer, c'est la poussière. Hein? Donc, c'est beaucoup plus la poussière qui passe. Mais les grains de sable, ils ne peuvent pas passer parce que ici, quand même, vous avez plusieurs kilomètres, 3 ou 4, 3 kilomètres, 2, 3 kilomètres d'altitude, de relief en altitude. Donc dans Ouarzazate, Tata, Tantan, Smara, Figi, ce sont des zones où on peut avoir des problèmes dus à l'ensablement. Et c'est là, d'ailleurs, où on peut, vous avez vu la photo où il y a la route, et cette route-là, si on ne fait rien, à un certain moment, il va disparaître, il va être complètement sous le sable. Alors, ce qu'on fait, on va tout simplement faire par exemple, ici, on prend des tresses. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la photo. C'est des tresses de palmier. C'est comme si on crée des obstacles. Donc, la route, il est juste à côté de cette photo-là. Donc, on crée des obstacles. Donc, le sable, il est retenu par ces tresses. Donc, il y a plusieurs techniques pour freiner l'ensablement. On peut, à un certain moment au Maroc, ce qu'on fait, on va tout simplement pulvériser le goudron, des goudrons, sur le sable. Comme ça, il est maintenu, il ne peut plus bouger. Mais ça, c'est une pollution de la nature. Donc, on a arrêté de le faire parce qu'on est en train de polluer. Et puis, c'est cher, hein, ça coûte cher. Au lieu de mettre le goudron sur les sables, il faut... Et puis, ça va... Enfin, ce n'est pas une bonne solution. Donc, nous avons ici ensablement. Mais il y a également, si vous regardez bien, donc,
la limite du Maroc, le contact du Maroc avec l'océan Atlantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les côtes, il y a également une coloration rose. C'est là également, il y a un problème d'ensablement. Donc, toutes les côtes marocaines, en fait, il y a un autre type d'ensablement. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire également, c'est si vous allez, par exemple, dans une ville, par exemple, Essaouira, qui est la plus proche, si vous allez à Essaouira, donc il y a des dunes de sable, d'anciennes dunes, sur laquelle on fait pousser des herbes. Comme ça, la dune, déjà, on la stabilise elle-même, et puis le sable ne va plus bouger, ne va plus aller plus loin. Donc, il y a des... Enfin, mais je pense que ce qu'on fait, par exemple, là, à, à Essaouira, c'est pour préserver la dune elle-même, parce que c'est des dunes très anciennes, il faut les préserver pour qu'elles restent. Parce que sinon, ça va faire un déséquilibre dans la nature. Donc ici, vous avez une photo, justement. Ça, c'est la côte marocaine. Donc ça, c'est le Maroc. Sahara, Marrakech, c'est quelque part ici. Donc ce que vous avez là en bleu, c'est l'océan Atlantique. Et vous avez ici une langue, vous avez une avancée de poussière qui vient dans ce sens-là. Donc ça vient du Sahara, ça vient de l'Afrique, ce qu'on appelle le Sahel, l'Afrique saharienne, subsaharienne. Et ça va, vous voyez, très loin. Ça peut, bon, et puis ça crée ici des turbulences. Et cette photo, elle est prise en 2013, août 2013. Pour vous dire que la poussière, il peut aller très très loin. Il peut aller en Europe, il peut aller même, c'est presque la moitié de l'Atlantique. Bien entendu, cette poussière-là qui vous tombe dans vos yeux, sur les vitres de vos maisons, etc., c'est peut-être une poussière qui vient de très très loin. Alors, il me manque une diapo. Il me manque une diapo ici. Alors, justement, parmi les... Ah, il est là, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté. La voici. Donc, je vais revenir sur cette diapo-là pour vous parler des dépôts éoliens. Donc, les dépôts, donc on a vu le sable, les dépôts de sable qui vous donnent à peu près ce qu'on appelle les ergs ou bien les dunes, etc. Mais il y a également la poussière qui va déposer. Donc, quand la poussière se dépose, on appelle ce dépôt-là un loess. L-O-E-S-S. Donc, les loess sont des dépôts de particules fines, soit des argiles, soit des limons, etc., qui ont été transportés par le vent. Et vous voyez, j'ai trouvé cette photo sur Internet, et ça vous fait quand même, euh, ça c'est plus de 10 mètres de ces dépôts. Donc, ils sont mélangés bien sûr à autre chose, mais l'essentiel de ces dépôts, ce sont des dépôts qui sont issus de l'érosion éolienne. On les appelle les losses. Les losses, donc voilà, quelqu'un a pris un loss dans sa main. Donc, c'est des particules très, très, très fines, n'est-ce pas? Et c'est une roche qui est meuble. Voilà. Alors, parmi donc les types de conséquences de l'érosion éolienne, on a vu les règues, les ergs, c'est-à-dire l'ensablement, et dépôt de limon, dépôt de poussière. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai fini.